Aujourd'hui, on va parler extorsion d'informations de personnes non consentantes. On va parler interrogatoire. On va parler torture. Mais on va le faire de manière stylée, puisque aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un setup lumière pour faire ce genre de plan. Si vous êtes un assidu de la chaîne, vous avez remarqué que j'ai sorti un nouveau court-métrage cette semaine. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir avant de regarder cette vidéo. Le lien est en description. Dans ce court-métrage, il y a deux scènes où on s'est vraiment cassé la tête sur l'éclairage avec toute l'équipe. Et ce sont ces scènes-là. La première, c'est une scène d'interrogatoire entre la protagoniste et un ancien frère d'armes. Et la seconde, une scène de dialogue entre deux camarades. Et ça me semblait intéressant de faire un making-of de ces deux scènes parce que déjà le setup lumière est super intéressant, mais surtout on a eu pas mal de problèmes pendant la prod et il a fallu qu'on trouve des solutions à ces problématiques. Et au final c'est ça qui est quand même le plus intéressant dans les retakes, c'est trouver des solutions à des trucs qui se passent mal. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis accompagné de Lorient. Lorient qui m'a aidé sur toute la partie pré-prod de ces deux scènes-là, et de Céline qui est derrière la caméra et qui me filme. Je vais commencer par la première scène qui est celle qu'on appelle la scène de torture. Durant cette scène, on a la protagoniste qui est assise sur ce tabouret et qui se fait interroger par son ancien camarade. Mais avant de vous parler du setup lumière, je vais vous parler optique et caméra et les choix qui ont été faits à ce niveau-là parce qu'en vrai c'est super intéressant. Donc la première contrainte qu'on avait sur ce tournage, c'était une contrainte de temps. Pour des raisons obscures, je vais pas citer de nom, je vais pas faire du bashing ici, mais voilà, il se trouve qu'on a eu beaucoup moins de temps que prévu pour tourner ces deux scènes-là. À la place de 2 jours, on n'a eu qu'une seule journée, et donc il a fallu qu'on rush un petit peu. C'est pour cette raison qu'on a fait le choix d'avoir deux caméras. Une caméra principale qui est ici. Cette caméra servira à filmer tous les plans principaux, c'était moi qui l'a dirigé. Et une seconde, qui sera plutôt une caméra volante, celle-là, qui, elle, va venir capter des petits détails, des petits trucs que moi, j'aurais pas vu. C'est-à-dire que l'opérateur principal, lui, il s'occupait de filmer les émotions et les dialogues, alors que la caméra secondaire, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle filmait plutôt du petit détail, des gouttes de sang qui tombent par terre, ce genre de choses. Donc la première contrainte, ça va être la gestion des couleurs. Étant donné que j'ai deux caméras qui vont filmer la même scène, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir exactement le même rendu couleur pour perdre le moins de temps possible à l'étalonnage. Et c'est pour ça que la cam principale, c'est un Z9. Z9 qui filme en NRAW, pour là encore avoir le plus d'informations possible et pouvoir avoir le plus de latitude possible dans mon étalonnage. Et en cam secondaire, ici, ça va être le Z8. Pourquoi le Z8? Tout simplement parce que c'est exactement le même capteur que le Z9, c'est exactement le même rendu couleur, et je sais donc qu'en utilisant ces deux caméras-là, ça va me faire gagner un maximum de temps en post-production. Et en plus de ça, les interfaces sont exactement les mêmes, ce qui fait que j'ai juste à répliquer les réglages de l'une à l'autre, et je sais que ça marchera. On va faire un petit focus sur la caméra principale. La caméra principale, elle est fixée sur un rig d'épaule. Alors moi, j'adore les rigs d'épaule, c'est vraiment le truc que je préfère utiliser. Je trouve ça assez malléable. Ça vous permet de vous balader un peu où vous voulez. Vous pouvez mettre un genou à terre pour être vraiment à hauteur de votre sujet. Vous pouvez vraiment filmer d'en haut. Vous pouvez la récupérer et filmer comme ça si vous voulez, ou carrément faire de la contre-plongée. Pour moi, le rig d'épaule, c'est vraiment le truc, c'est un peu le rig ultime. Vraiment, en fiction, c'est le truc que j'utilise le plus. Ce rig d'épaule, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un transmetteur DJI qui me permet d'avoir un retour vidéo en direct pour avoir quelqu'un qui vient checker, qui va monitorer en direct ce que je fais. Si jamais vous avez un pointeur, le pointeur va utiliser ce moniteur-là pour pouvoir faire le point. Et moi, j'ai un retour sur un Atomos pour mieux y voir, parce que c'est pas sur un petit écran de Z9 que vous allez voir grand-chose. Donc en général, toujours un retour écran. Petit détail super important qui va vous faire gagner un max de temps. Hop là. Ici, j'ai une poignée Nikon. En vrai, cet accessoire, il est tellement ouf qu'un jour, il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée parce que vraiment, il est incroyable. Cette poignée déportée de Nikon, elle me permet d'avoir tous les boutons de la poignée du Z9 déportés ici. Et ça, c'est vraiment ouf parce que du coup, quand... Vous voyez là, j'ai mon rig d'épaule à la main et ici, là, je peux vraiment contrôler
mon focus, mon ISO, mon ouverture, enfin si jamais il y a un truc qui se passe mal ou si jamais il y a un paramètre qu'il faut que je change, je peux venir le contrôler ici. Ça, c'est vraiment trop bien. Et enfin, en termes d'optique, parce qu'en vrai, c'est quand même super important, ici, j'ai un 105 mm gamme F. On peut limite dire que c'est une optique vintage maintenant. Donc le 105 mm 1.4 qui fait des images de ouf. J'adore son bokeh en œil de chat. J'adore surtout son flou d'arrière-plan qui est crémeux. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ce genre de plan. En ce qui concerne la deuxième cam, donc je vous disais le Z8, là on est sur une cam beaucoup plus légère, on est sur un rig beaucoup plus léger, donc avec juste une poignée NATO qui tourne à 360 pour être vachement mobile et une petite poignée au-dessus pour la tenir. Donc cette deuxième caméra, elle a une config assez légère. Pourquoi? Pour que son opérateur puisse être le plus mobile possible. Donc comme je vous disais, moi j'avais une config assez lourde et j'étais tout le temps dans un axe ou un second comme ça, donc dans des axes où ma lumière était très contrôlée. L'intérêt de cette deuxième caméra, c'est d'être volante en fait. On l'appelait l'opérateur volant. C'était Julien d'ailleurs à l'époque qui à l'époque, c'était il y a 10 ans qu'on a tourné ce court-métrage, pas du tout. Genre c'était Julien qui a tourné ses plans. Julien, si tu nous regardes, bonjour. Et je sais que tu nous regardes, tu aimes mes vidéos. Donc Julien était le plus mobile possible. Son but à lui, c'était vraiment de se déplacer un peu partout dans le setup, tant qu'il n'entrait pas dans mon champ. Sur cette deuxième cam, on y a mis principalement le 50 mm 1.2 et le 70-200 mm 2.8. Alors le but ici, c'était de shooter à la plus grande ouverture possible. Pourquoi? Je voulais des images où l'œil fait vraiment le focus sur un petit détail, mais aussi, je voulais cacher le décor qui est pas oufi ouf. Voilà, si vous regardez un peu où on est, bon, alors ok, les motoculteurs, ça peut faire un petit peu torture, ça serait un peu violent quand même, mais bon, pourquoi pas. Non, allez, sans déconner, en vrai, ouais, je voulais vraiment cacher le décor, et c'est pour ça qu'on shootait à 1.4 et 1.2, et le 50 mm 1.2 se marie très bien avec le 105 mm 1.4. Ce sont deux ouvertures, et surtout deux focales, qui cohabitent très bien ensemble. Avec le 105, vous allez avoir quelque chose d'assez rapproché, vous allez vraiment pouvoir filmer du détail, et être vraiment dans l'émotion de votre personnage, alors qu'avec le 50, vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de recul, mais pas trop non plus, parce que je peux pas me le permettre ici, et pouvoir avoir un angle un petit peu plus large, et surtout contextualiser un petit peu plus votre scène. Dernier détail pour ajouter de l'onirisme, et surtout pour ajouter un petit côté amour, gloire et beauté à mes images, je suis venu fixer un filtre mist sur mes deux optiques. Donc mes deux optiques sont équipées d'un Tiffen Black Pro Mist 1/4. Donc voilà, donc le filtre mist, c'est vraiment ça qui va venir donner le côté baveux à ces images-là, et c'est surtout lui aussi qui va venir casser les noirs, et ce qui va me permettre d'avoir une image pas trop contrastée. Pro tips pour vos tournages, les roulantes les gars. Les roulantes, c'est le truc de base à avoir. Franchement, c'est tellement la vie les roulantes. Moi, j'ai pas bossé avec des roulantes pendant des années, et j'étais dans le faux. Parce que quand vous avez un endroit comme ici qui est dégueulasse, parce que là, ici, le sol, c'est de la poussière. Hein. Là, vous mettez votre matos dessus, ça prend la poussière, c'est dégueulasse. Là, ça vous permet d'avoir un plan de travail à la hauteur pour pouvoir mettre en place vos setups en toute sécurité. Vous n'allez pas saloper votre matos. Donc franchement, les roulantes, un must-have. On va maintenant passer au setup lumière, et pour ça, il faut que je vous explique la contrainte principale que j'ai eue sur ce tournage. Le temps. J'avais très peu de temps pour tourner cette scène, et donc j'avais pas envie de m'embêter avec plusieurs setups lumière. C'est-à-dire que tous les plans de cette scène-là, parce qu'on n'est pas sur une scène en plan séquence, on est sur une scène tournée en différents plans, et pour tous mes plans, je voulais avoir exactement le même setup lumière, et c'est pour ça que ce setup a été pensé pour être filmé dans différents axes. Mon premier axe, c'est cet axe-là, un axe frontal, un axe où vraiment je suis face au protagoniste. Mon second axe, c'est un axe légèrement désaxé pour avoir un 3/4. Il ne faut pas oublier que j'ai aussi un second personnage à filmer. Il faut donc que ma lumière l'éclaire lui aussi, mais pas trop, puisque au début, il faut qu'il apparaisse de l'ombre à la lumière. Et la toute dernière action, où la protagoniste va se faire crever un œil. Pour ça, on a une key light qui est placée en douche. Elle est ici, et c'est le Nanlite Alien 300C. Pourquoi en douche? Parce qu'en vrai, une key light en douche, c'est un petit peu chelou. Tout simplement parce que ça va éclairer mon sujet sans non plus trop le révéler au début. C'est-à-dire que si jamais tu baisses la tête, bah là il va être dans l'ombre et on va pas vraiment le reconnaître. Au niveau de cette lumière en douche, vous pouvez voir que j'ai ajouté une softbox
softbox tout simplement pour avoir la lumière la plus diffuse et la plus englobante possible. J'ai pas envie d'avoir une lumière dure à ce niveau-là. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez doux qui va venir vraiment englober mon personnage. Et surtout, dessus, j'ai mis un nid d'abeille qui va me permettre vraiment de concentrer la lumière sur mon sujet. Et si jamais je me tiens ici, normalement, ça ne va pas m'éclairer. Autre contrainte qui a motivé le choix de cet alien, ça fait chelou de dire ça, mais en même temps, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, autre contrainte qui a motivé le choix de l'Alien 300C, c'est tout simplement la hauteur de plafond. Ici, vous pouvez voir que la hauteur de plafond, elle est assez basse et j'aurais jamais pu mettre un projecteur avec une softbox. C'est impossible, la softbox, en fait, elle t'aurait touché, la softbox. On aurait eu un petit peu de problème à filmer cette action. Donc là, le gros intérêt en fait des aliens ou des pavots slim d'ailleurs, de toute la gamme slim de Nanite, c'est tout simplement que vous pouvez venir le mettre, bam, vraiment collé au plafond et d'avoir quand même une lumière de qualité. Le choix de prendre une lumière en douche en key light, ça a été aussi motivé parce que bien souvent dans les salles d'interrogatoire, on a des néons au plafond et du coup la lumière arrive d'en haut. Voilà, je ne sais pas si vous avez été en garde à vue. Je vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, vous verrez que bien souvent l'éclairage est dégueulasse et ça arrive de néons qui sont d'en haut. Donc cette key light en douche, elle est justifiée par un contexte réaliste. En ce qui concerne la seconde lumière, si vous suivez mon travail, vous savez que j'adore les rim lights et vous savez que j'en abuse. Et bien ici, évidemment qu'on en a une. Cette rim light, elle va me permettre d'apporter du contraste sur mon sujet et surtout de la faire ressortir par rapport au fond. Et pour vous en parler, il va falloir qu'on aille dehors. Donc là, on est à l'extérieur de la maison, on est de l'autre côté du mur de la cave. Là, cette fenêtre que vous voyez, c'est la fenêtre qui donne sur notre scène. Et ici, on a mis un projecteur. Donc c'est un Forza 500, tout simplement parce qu'on avait besoin de beaucoup de patates. Donc on a pris le projecteur le plus puissant qu'on avait. Et dessus, on a mis un spotlight. Pourquoi un spotlight? Parce qu'on voulait avoir les rayons les plus dirigés possibles vers notre sujet et on ne voulait pas avoir une lumière qui bave, mais aussi pour gagner en patates. Vous savez que les spotlights, ça permet tout simplement de multiplier par 6 ou par 7 la luminance de votre projecteur. Donc ici, un 500 watts, un spotlight, et ça nous permet vraiment d'avoir une lumière qui va venir découper notre sujet bien comme il faut. En ce qui concerne l'électricité, ici on est à l'extérieur, du coup, hop là, on est venu y mettre une batterie DJI 1000. Avec cette batterie, j'ai à peu près 1h30 d'autonomie à pleine puissance avec le 500 watts. Donc c'est quand même assez ouf. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de produit, que ce soit chez DJI ou ailleurs, je m'en fous, vous prenez ce que vous voulez. Mais vraiment, ce genre de batterie, c'est un must-have sur les prods. Autre avantage du spotlight, c'est qu'on va avoir des rayons les plus parallèles possibles et ça va nous permettre d'avoir une lumière volumétrique. Donc ce setup lumière, on était quand même venu le tester une semaine avant le tournage avec Lorient. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est toi qui m'avais servi de cobaye. On avait monté ce que vous voyez là à l'écran. Et en vrai, c'était bien, on commençait à voir quelque chose, mais c'était pas encore parfait. Pour moi, on avait une image un peu trop sharp, un peu trop nette, et surtout des noirs un peu trop profonds. Et surtout, on n'avait pas de lumière volumétrique, et quand même l'intérêt de mettre le 500 watts et le spotlight en fond, c'était quand même d'avoir une lumière volumétrique. Et pour ça, le jour du shoot, on a amené la machine à fumer. Cette machine à fumer, tout simplement, elle va nous permettre d'avoir un brouillard dans notre scène et de venir pouvoir capter les rayons lumineux, ce qu'on appelle la lumière volumétrique. D'ailleurs, c'est un abus de langage d'appeler ça une machine à fumer, c'est pas du tout une machine à fumer, mais c'est une machine à brouillard. Je vous avais promis de la torsure, hein. On y arrive. Non, sans déconner, là maintenant vous voyez, normalement vous voyez qu'il y a un gros trait lumineux qui arrive sur mon sujet et c'est ça que je voulais avoir, c'était cette lumière volumétrique. Et dernier détail par rapport à cette seconde lumière, c'est qu'elle est dans un ton beaucoup plus jaune que ma key light. Là vous voyez que ma key light elle est dans un blanc relativement neutre, alors que ma lumière de fond, vu que c'est une lumière supposée être une lumière du soleil, je la mets beaucoup plus jaune. Voilà, ça va tout simplement nous permettre d'amener encore plus de contraste dans mon image. Donc là, on commence à avoir un setup sympa, mais ce qui nous manque, c'est de la couleur. Parce que bon, là c'est bien, mais quand même, ça manque d'une petite touche colorée qui va nous amener une ambiance spéciale à cette scène. Alors sur le premier setup qu'on avait fait en test, on avait essayé avec une lumière bleue désaturée, mais je trouvais ça un peu trop gentil. Du coup, ce qu'on a fait, plutôt que de mettre du bleu, hop là, petit vert.
petit vert désaturé. Parce que le vert à pleine saturation, ça donne un effet Hulk. Et on n'a pas trop envie d'avoir un effet Marvel Cinematic Universe ici. Hein. On n'aime pas trop ça, nous, la MCU. Alors que le fait de désaturer le vert, ça va donner un effet crade à notre image. Ça va donner un effet sale. Et ce qui correspond tout à fait à l'ambiance que je cherche à avoir sur cette scène. Donc si vous remarquez, ça va venir ici nous dessiner le visage. En fait, ça m'amène une deuxième rim light sur mon sujet. Ça va me permettre d'avoir tout simplement un sujet qui va venir se détacher du fond. Parce que oui, vous remarquerez que cette lumière, on y a mis un barnum et un nid d'abeille. Cette lumière, j'ai pas envie qu'elle bave de partout. J'ai pas envie qu'elle éclaire toute ma scène. Donc, je lui mets un barnum et un nid d'abeille pour vraiment venir la diriger sur mon sujet. Et enfin, il nous reste une dernière chose à éclairer. Et qu'est-ce que c'est? Le fond. Donc ce fond, même s'il n'est pas très esthétique, il va falloir l'éclairer. Il va falloir l'éclairer parce qu'avoir un fond noir, en vrai, c'est pas super intéressant. Et surtout que dans mon court-métrage, j'ai un garde qui est situé ici. Et quand même, il faut un petit peu l'éclairer lui aussi pour qu'il soit visible. Pour ça, on utilise là encore un pavot-tube. Et pas n'importe lequel, puisqu'on est sur du 30C. L'avantage du pavot-tube 30C, c'est que il fait grosso modo la même taille qu'un néon. Et surtout, ce qui est bien, c'est que si jamais vous le mettez dans votre champ, ça devient une practical light. Parce que si vous regardez ce plan, le pavot-tube est effectivement dans le champ, mais on peut très bien penser que c'est un néon qui est là et qui éclaire notre scène. Et là encore, ce pavot-tube, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une lumière raccord avec mon premier. J'ai envie de minimiser les couleurs sur mon tournage. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un pavot-tube qui a exactement le même vert désaturé pour avoir la même couleur sur mon protagoniste, sur mon antagoniste, mais aussi sur mon fond. Bon, on a terminé avec cette scène qui est la scène de torture, et maintenant il est temps de vous expliquer le second setup de ce court-métrage, et ça va se passer là-bas, et c'est tout simplement la scène de dialogue entre le protagoniste et l'allié. Alors ici, l'ambiance est différente, on va avoir un éclairage un peu moins énervé que sur la première, puisqu'on n'est pas dans une scène de torture, mais plutôt dans une scène d'échange entre deux protagonistes, même si l'échange est un petit peu tendu. Problématique pour ce setup, comme pour celui qu'on a vu tout à l'heure, on avait très peu de temps pour tourner. Donc en fait, ce qu'il fallait, c'était avoir un setup lumière qui puisse correspondre pour le champ contre champ que j'allais faire entre l'allié et la protagoniste. Oui, nous allons jouer des rôles... Il est trop dans son rôle. Il est trop dans son rôle. Donc, setup qui puisse correspondre aux deux. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé deux pavot-tubes, on a utilisé un 150 RGB de Godox, mais aussi le Forza 500 qui est dehors, exactement comme tout à l'heure. Donc sur cette scène, on a un élément central qui ne bouge pas, et nos deux personnages qui sont de part et d'autre. Ce qui fait que je vais devoir faire un champ contre champ de l'un à l'autre, et forcément devoir les éclairer. Donc pour les deux, il va me falloir une key light, éventuellement une lumière de débouche, et une rim light. Et on va voir comment on a fait ça. Bon déjà, première chose que vous pouvez constater, c'est que il y a de la fumée. Là encore, je voulais de la lumière volumétrique. Du coup, juste là, machine à fumer. Machine à fumer qui nous permet d'avoir du brouillard ambiant et de la lumière volumétrique. La lumière volumétrique, vous pouvez l'avoir ici, là. Si jamais il se met à bouger un peu n'importe comment, normalement, vous voyez que on a une belle lumière volumétrique, en plus d'avoir un beau modèle. Mais ici aussi, petite lumière volumétrique à l'arrière, ce qui fait que j'aurai de la lumière volumétrique sur mes deux plans, mon champ et mon contre-champ. Je vais commencer par expliquer le setup du point de vue de l'allié, donc sur le champ, et après on verra le contre-champ. Mon personnage, il est éclairé par une key light, ici, pavot-tube 30C, là encore équipé d'un barnum et d'un nid d'abeille pour vraiment concentrer la lumière sur lui. Le but, c'est de ne pas avoir une lumière qui va venir baver sur mon protagoniste en face. Pourquoi? Parce que si ça bave dessus et que je décide de l'avoir en amorce, il va être trop clair. Et forcément, ça va pas être ouf. Donc là, je viens canaliser ma lumière sur mon sujet et je ne veux pas que ça bave et je veux surtout pas que ça vienne baver ensuite sur le décor. Donc c'est pour ça que là, on utilise un barnum et un nid d'abeille. Deuxième lumière. Ici, on a un pavot-tube. Pavot-tube qui récupère le verre qu'on a vu tout à l'heure. Exactement le même verre délavé. On va avoir un verre un petit peu sale. Et ce pavot-tube, vous pouvez voir que lui, par contre, il n'a pas de barnum et il n'a pas de nid d'abeille. Pourquoi? Parce que là, au contraire, j'ai envie d'avoir une lumière qui bave. J'ai envie d'avoir une lumière qui éclaire à la fois mon décor et qui fasse à la fois une petite rim light sur mon protagoniste principal. C'est-à-dire que si jamais il se met là, normalement, ici,
vous êtes censé avoir du vert sur son épaule et sur son visage. Et c'est ça qui va venir apporter un petit peu de profondeur dans mon image. Enfin, dernière lumière et qui est aussi super importante, c'est la lumière qui est derrière. Donc là encore, on est sur un Forza 500 avec un... Avec un quoi? Un spotlight, merci, avec un spotlight dessus. Là encore, pour maximiser la puissance et surtout pour avoir des rayons qui partent le plus parallèle possible. Alors, si ça vous semble flou cette notion de rayon parallèle ou pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les modificateurs de lumière dans laquelle je vous explique que un diffuseur, ça va diffuser votre lumière et du coup votre lumière partira dans tous les sens, alors qu'au contraire, un spotlight ou une lumière brute de décoffrage issue d'un projecteur, les rayons vont être bien parallèles et c'est ça qui nous permet d'avoir cette lumière volumétrique ici. Maintenant, on va échanger les rôles et, je vous en prie monsieur, et on va voir comment on a éclairé ça. Alors mon personnage principal, tout ce que j'ai eu à faire, ça a été de changer la direction de mon pavotube. Donc la keylight que j'utilisais précédemment pour éclairer le personnage qui était ici, maintenant j'utilise pour éclairer le personnage qui est en face. Là encore, pour que dans mon contre-champ, j'ai une amorce qui soit sombre et que ce soit mon sujet qui soit éclairé. Donc là, important pour être au raccord, donc ok, on a une lumière comme ça qui vient l'éclairer, j'ai quand même besoin d'avoir une petite rim light verte pour être au raccord avec le personnage précédent. Et pour ça, j'utilise un Godox SZ150R. C'est un Godox de 150 watts RGB qui va me permettre tout simplement de projeter une lumière RGB en bac. Donc là encore, je l'ai paramétré sur un vert un petit peu délavé. Je l'ai fait à l'œil, j'ai essayé d'avoir un color match à l'œil entre cette lumière-là et la lumière précédente parce que forcément, entre différentes marques, les correspondances des couleurs sont toujours un petit peu faussées. Mais voilà, c'est grâce à cette lumière que je vais pouvoir avoir des rayons qui vont venir, paf, passer à travers mon filet militaire qui a deux utilités ici. La première, c'est de cacher qu'il y a un truc moche derrière, de cacher mon projecteur aussi pour pas qu'il soit visible, mais aussi ma lumière va passer à travers tous ces petits traits et ça va venir me faire une lumière volumétrique pour mon contre-champ. Hop, keylight. Yeah. Donc, petit récapitulatif sur le setup de cette pièce. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un projecteur peut servir en fait de lumière en 2 points. Je pense notamment à celle-là, qui me permet à la fois d'éclairer mon fond et à la fois d'éclairer en rim light mon personnage principal. Ça c'est assez cool si jamais vous êtes un petit peu en rade de projo, ou alors si comme ici, vous n'avez pas énormément de place non plus. Voilà, des fois ça peut être bien d'avoir des lumières qui bavent, et des fois ça peut être bien au contraire de vraiment les concentrer dans la direction de votre sujet. Deuxième truc qui est super important dans ce setup, ça va être vraiment la machine à brouillard qui va vous permettre d'avoir un brouillard ambiant et d'avoir de la lumière volumétrique dans toute votre scène, parce que c'est vraiment ça qui va venir donner un aspect cinéma à vos images. Ça, en plus de filtre mist évidemment, mais ce brouillard-là, ça va donner un aspect vaporeux, un aspect baveux à toute votre image. Toutes les couleurs et les lumières vont venir se mélanger et c'est cool en fait, c'est ça qu'on cherche. Et dernier point, essayez au maximum de motiver vos lumières. Là par exemple, le projecteur qui est dehors, il simule clairement un soleil. Alors il faut savoir que cette scène, on l'a tournée le matin, de mémoire on l'a tournée entre 10 et 11 heures, le temps de se préparer. Et à ce moment-là, le soleil était pratiquement au zénith, quoi. Donc l'intérêt en fait là, c'était de simuler un soleil plutôt rasant, donc c'est pour ça qu'on l'a mise vachement chaude. Et du coup, c'est un projecteur qui semble assez naturel puisque c'est une lumière chaude qui arrive de l'extérieur à travers une fenêtre. Bon, on se dit que c'est le soleil. Donc voilà, donc au maximum, essayez de motiver vos lumières, comme aussi le pavotube qu'on avait dans la première scène et qui me servait en fait de néon. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le récap de ces deux setups de lumière. Si vous n'avez toujours pas vu le court-métrage, je vous invite à aller le voir et surtout à le liker et à le commenter parce qu'en vrai, ça nous ferait super plaisir à moi, à l'équipe, aux comédiens, aux cascadeurs, à tout le monde d'avoir un petit peu de votre retour là-dessus. N'hésitez pas aussi à liker et commenter cette vidéo et surtout, si jamais vous auriez travaillé la lumière autrement que ce que j'ai fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En vrai, je serais super intéressé de savoir comment vous auriez bossé dans ces conditions. En fait, quel setup de lumière vous aurez mis en place. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont clairement abusés dans ce que je vous ai dit ou au contraire si ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti. Et n'oubliez pas, quitte à torturer quelqu'un, autant le faire avec style.
et parce que pas de budget et que parce que aussi c'est pratique de venir, chez la famille pour tourner des plans. C'est trop pratique d'avoir des caves dans la famille. C'est bizarre dit comme ça. En vrai, on va le couper au montage, c'est trop bizarre.